Donc, je m'appelle Sébastien Saliou, je suis cofondateur de la société Axystem. Donc, je suis au sein de l'entreprise responsable des activités contrôle. Donc, je pilote une équipe d'ingénieurs qui travaille dans le domaine du contrôle commande, de l'automatique. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la conception de systèmes de contrôle. Donc la démarche de conception-contrôle, en fait, on a plutôt l'habitude de l'appeler model-based design, en fait, qui est une démarche qui est exploitée utilisée pour concevoir des systèmes de contrôle commande. Donc l'idée, c'est de concevoir à la fois un modèle du contrôle qu'on va devoir développer et aussi un modèle du système que l'on cherche à piloter. Et à travers ces deux éléments de modélisation, en fait, on va pouvoir créer un environnement de simulation qui va nous permettre de tester en fait, la loi de commande qu'on a développée et de pouvoir la mettre au point et on va dire en amont de tests sur le système réel, en fait, de pouvoir développer toute une série de tests qui va nous permettre de vérifier que ce qui a été développé est conforme à ce qu'attend le client. Et voilà. Donc c'est une démarche qui a été beaucoup introduite par Mathworks, qui est la société qui développe notamment le logiciel MATLAB Simulink, et qui, à travers la modélisation dans Simulink, on peut aussi s'appuyer sur des outils de génération de code automatique. Et donc le contrôle commande qui a pu être testé en simulation peut ensuite être de façon très simple en fait, intégré sur le calculateur final pour développer le système réel. C'est une démarche qui est assez ancienne. Après, on va dire, on va un petit peu toujours de plus en plus loin dans la démarche, en fait. C'est-à-dire que moi qui fais de l'automatique ou de la conception de contrôle, j'ai toujours fait des modèles et toujours validé en fait les algorithmes de contrôle que j'ai développés sur des outils de simulation, notamment Simulink, qui existait déjà il y a plus de 20 ans. Ce qui se rajoute petit à petit, en fait, c'est à la fois, donc, comme j'ai pu dire, des éléments qui permettent de faire de la génération automatique de code. Donc on peut aller plus facilement en fait, du modèle vers la cible temps réel. Et aussi sur l'aspect modélisation physique, en fait, il y a désormais toute une série de boîtes à outils qui permettent de facilement développer des modèles dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, de l'hydraulique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cet aspect-là un des aspects sur lesquels en fait, la méthode, on va dire, est de plus en plus exploitée, puisqu'il y a de plus en plus d'outils en fait, qui viennent se greffer à cette méthodologie et qui facilitent la mise en œuvre du coup, de cette méthode en pratique. Quand on va faire du model-based design pour la conception de systèmes de contrôle, en fait, on a besoin de développer à la fois le modèle du contrôle, généré automatiquement pour être embarqué sur la cible, mais on va aussi développer un modèle de l'environnement sur lequel l'environnement qu'on cherche généralement à contrôler. Et dans le cadre de cette modélisation, en fait, on peut avoir plusieurs approches de modélisation. Donc, on peut avoir la modélisation qu'on appelle boîte blanche, en fait, qui est plutôt de la modélisation physique, sur laquelle on peut utiliser des logiciels de simulation, donc type Simscape, qui est une boîte à outils qui est associée à Simulink. Mais on peut aussi utiliser des outils comme AmSim ou des choses comme ça, voilà, pour faire vraiment de la modélisation physique, où là les composants en fait, sont déjà développés, en fait, toutes les équations ont été développées, en fait, et après c'est un modèle qu'on crée en juxtaposant un certain nombre de blocs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation boîte blanche. On va dire à l'inverse, il y a la modèle boîte noire, où là l'idée c'est plutôt de partir au lieu de partir des équations physiques, on va partir de données qui ont été enregistrées sur le système et on va exploiter ces données qui ont été enregistrées pour en extraire un modèle. Donc c'est là où on peut faire de l'identification ou de l'apprentissage pour extraire un modèle à partir de données enregistrées sur le système réel. Et des fois, on peut avoir un mélange un peu des deux, en fait, où on va partir d'équations physiques, donc plutôt l'approche modèle boîte blanche, mais sur ces modèles-là, on peut avoir un certain nombre de paramètres qui sont incertains, et dans ce cadre-là, on va utiliser des données d'acquisition pour recaler, trouver la valeur numérique qui colle au mieux avec le comportement du système qui a été enregistré à travers une série d'acquisitions, choses comme ça. Alors il y a plusieurs années, en fait, on a travaillé en effet avec une société qui produit en fait
du nitrate d'ammonium. Pour produire ce nitrate d'ammonium, en fait, l'idée c'est de mélanger de l'ammoniac gazeux avec de l'acide nitrique et ensuite d'évaporer une partie de l'eau pour pouvoir concentrer en fait ce nitrate d'ammonium qui était l'objectif en fait de la production de cet élément qui ensuite est intégré dans des engrais pour l'agriculture. Donc on est dans un système en fait où il va y avoir un certain nombre de mélanges qui vont être réalisés. Donc il va y avoir des éléments dans lesquels on va stocker les différents composants chimiques que l'on doit manipuler. Et le principe de la régulation, c'est surtout finalement de réguler des niveaux. Donc des niveaux on va avoir un bac par exemple et on va vouloir réguler à la hausse ou à la baisse en fait le niveau en ouvrant des vannes et en les fermant. Donc c'est l'objet de la régulation, elle est bien là, c'est-à-dire qu'on a plusieurs bacs et dans ces bacs-là, on mesure les niveaux et à chaque fois on est capable, à travers la commande d'une vanne, en fait, d'augmenter ou de réduire le niveau. Et donc tout ça est régulé en continu. Donc on a un certain nombre de bacs qui sont situés les uns après les autres. Donc on a un système qu'on dit multivariable parce que quand on ouvre une vanne, ça fait descendre le niveau au niveau du bac qui est en amont de cette vanne-là et ça fait augmenter le niveau au niveau du bac qui est situé en aval. Le système avait tendance à, on dit, pomper, c'est-à-dire que dans certaines situations de vie, leur installation avait tendance un petit peu à osciller, c'est-à-dire qu'ils observaient en fait des niveaux qui avaient tendance à monter, à redescendre, et comme ça, sous forme de un phénomène un petit peu sinusoïdal qui a tendance à s'amortir, mais en fait un comportement qui n'est pas très satisfaisant au niveau de leur installation. Donc ça, c'est des phénomènes que l'on observe très classiquement lorsqu'on fait de la régulation. En fait, si les gains de la régulation n'ont pas été correctement calculés, en fait, on peut voir apparaître ce phénomène de pompage, d'oscillation en fait sur l'installation. Et donc l'objet là, c'était de pouvoir en fait améliorer le comportement de ce système-là, d'analyser le pompage, d'essayer de le reproduire en simulation et ensuite de pouvoir proposer des actions correctrices pour améliorer le fonctionnement du système. L'idée, en fait, dans un premier temps, c'était de décomposer donc, le système global en systèmes un petit peu plus élémentaires, c'est-à-dire qu'on va créer un sous-système, ça va être un bac, par exemple, donc on va avoir 3 sous-systèmes de type bac, on va avoir 3 vannes à piloter, donc on a 3 vannes à modéliser, et puis on a aussi toutes les boucles de régulation qu'il a fallu aussi modéliser. Donc pour les éléments physiques type vanne ou bac, on a écrit les équations physiques qui régissent. Donc au niveau d'une vanne, ça va être comment est-ce qu'on peut calculer le débit qui s'écoule au travers de la vanne en fonction de son ouverture. Pour un bac, ça va être comment évolue le niveau en fonction des débits amont, aval de ce bac. Et donc de caractériser toutes ces équations physiques, d'utiliser des données d'acquisition qui avaient été transmises par le client pour vérifier que le modèle élémentaire, unitaire qu'on avait développé était correct. Et une fois que tous ces composants élémentaires ont été développés, validés à travers des simulations unitaires, on les a intégrés dans un simulateur global qui permettait de reproduire le comportement global de l'installation. Et donc là, c'est pareil, on a exploité des données d'acquisition que le client nous avait transmises pour vérifier que notre modèle reproduisait, on va dire, correctement, notamment les dysfonctionnements qu'ils avaient observés. Donc on a très vite réussi à obtenir le fameux phénomène de pompage dont je parlais tout à l'heure qu'ils observaient sur leur système réel. On a réussi à le reproduire en simulation. Donc on générait des simulations où on allait pouvoir demander des variations de consignes de niveau ou des variations de débit au niveau à l'entrée ou à la sortie de l'installation. Et ça nous permettait de générer des scénarios de simulation, de simuler et ensuite de faire des comparaisons par rapport à des données d'acquisition qu'ils nous avaient transmises. Et donc ça nous a permis de valider le modèle. Et une fois qu'on avait reproduit le modèle, reproduit le dysfonctionnement, on va dire le plus dur était fait en fait, puisque ensuite c'était le cœur de notre métier qui est vraiment d'améliorer le contrôle, donc proposer des nouveaux réglages, des nouvelles structures de régulation éventuellement.
et obtenir un fonctionnement, on va dire, meilleur que celui qu'on avait sur la configuration initiale de notre simulateur, et donc jouer finalement sur l'aspect contrôle. Donc on jouait pas, l'idée c'était pas de proposer au client de changer de vanne ou de changer les dimensions de ses bacs, l'idée c'était plutôt de travailler uniquement sur la partie soft, on va dire, donc la partie logicielle de son contrôle-commande pour proposer des améliorations qui permettent notamment d'effacer ce phénomène de pompage qu'ils observaient sur leur système réel. Nous, notre livrable, c'était, on va dire, un environnement de simulation que le client pouvait utiliser, mais c'était surtout un document qui préconisait un certain nombre de modifications au niveau de certaines régulations. Donc, le bénéfice, ça a été finalement d'intégrer ces recommandations sur le système et d'observer finalement qu'on avait bien réussi à atténuer ce phénomène de pompage. Les matières qui sont manipulées sont un petit peu dangereuses, et donc c'est aussi c'est un des intérêts de la simulation, c'est que nous, on a travaillé sur ce système-là sans jamais travailler sur le système réel. L'idée, c'était bien en effet de faire un modèle numérique sur lequel on peut faire des simulations, on peut faire toutes sortes de scénarios sur notre environnement de simulation sans risquer de générer, je sais pas, une explosion. Donc là, voilà, c'était un petit peu l'avantage de la simulation, c'est qu'on pouvait aller dans l'analyse un peu des phénomènes physiques sans prendre de risques. L'idée étant de proposer au client un certain nombre de modifications au niveau de son système de contrôle-commande, de réglage, éventuellement de modifier un petit peu l'architecture de sa régulation, de sorte que le fonctionnement soit un peu meilleur, mais que tout ça, toutes les propositions qu'on a pu faire ont pu être testées, validées à travers de la simulation avant d'arriver sur le système réel. Mais la simulation peut aussi avoir d'autres intérêts en fait, pour un industriel de ce type-là. Elle pourrait par exemple permettre de mieux dimensionner un système. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, là on imagine le système que j'ai un peu présenté avec plusieurs bacs, des vannes. À un moment donné, on peut avoir envie de dimensionner la dynamique d'une vanne, c'est-à-dire de se dire quand je demande à ma vanne de s'ouvrir de 0 à 100%, quel est le temps nécessaire pour qu'elle s'ouvre. Donc ça, forcément, plus on veut avoir une vanne dynamique quelque part, plus ça va coûter cher. Et on peut se poser la question, jusqu'à quelle limite je peux aller, on va dire, dégrader les performances ou choisir une vanne de performance moindre sans que la qualité de ma production soit détériorée. Et donc là, on peut s'appuyer sur des modèles tels qu'on les a créés en fait pour simuler des vannes plus ou moins dynamiques et voir qu'est-ce qui se passe si à un moment donné ma vanne elle est beaucoup plus, de performance moindre que celle qu'on avait initialement imaginée. Alors l'apport de la modélisation aussi, ça peut être sur la notion de connaissance de son système en fait. C'est-à-dire qu'on peut, au moment où on écrit les équations physiques, on simule, en fait, on se pose un certain nombre de questions sur comment se comporte le système. Et à un moment donné, ça peut apporter de la connaissance en fait, à l'industriel sur le système. Et puis il y a toute une tendance un peu nouvelle là qui est on parle maintenant de jumeaux numériques en fait, je ne sais pas si ça vous parle, mais et donc l'idée quelque part c'est de créer ce jumeau numérique en fait qui est une représentation numérique d'un système physique. Et l'idée, ça va être ce modèle qu'on appelle jumeau numérique dans un certain domaine, en fait, ça va être quelque chose qui va nous permettre, par exemple, d'identifier notamment des pannes sur un système. C'est-à-dire qu'on va caractériser le système à travers un modèle lorsqu'il marche normalement, c'est-à-dire dans son fonctionnement nominal. Et si à un moment donné, par exemple, une vanne se met à dysfonctionner, qu'il y a du grippage ou qu'elle répond plus comme elle se comportait avant, en fait, en comparant le comportement du système réel avec celui du simulateur, du jumeau numérique qu'on a développé, finalement, on va pouvoir observer des écarts, et ces écarts-là, en les analysant, on va pouvoir dire il y a un problème à cet endroit-là. Mais on peut aussi même aller un petit peu plus loin dans la démarche et aller faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on va essayer d'anticiper l'apparition d'un défaut à travers le comportement, l'analyse du comportement de l'évolution du modèle. On va pouvoir
observer sur ce modèle-là et sur les données qu'on enregistre, parce que là on se base bien sur du traitement de données, on va pouvoir repérer que le système il évolue dans un sens ou dans un autre et que ça traduit en fait un dysfonctionnement qui va apparaître à un moment donné et potentiellement de pouvoir lever une alerte et d'aller changer la pièce défectueuse, on va dire, avant même qu'elle soit défectueuse. Nous qui travaillons dans le cadre de la conception de systèmes de contrôle commande, on est souvent amené à travailler sur la phase de développement d'un nouveau produit. Donc, comme je disais tout à l'heure, on travaille beaucoup dans le domaine automobile. Donc, en fait, on est en amont de la création d'un véhicule, en fait, où on se dit, sur ce véhicule, à un moment donné, on va vouloir mettre un régulateur de vitesse pour apporter cette fonctionnalité au client. Et donc, le constructeur automobile va nous demander, quelque part, de concevoir cette régulation à travers de la simulation. Donc, on va faire ça en amont de la création du véhicule. C'est-à-dire que le véhicule va peut-être exister dans quelques mois ou quelques années. Et en fait, nous, en amont de ça, on est déjà en capacité finalement de créer ce régulateur-là et de le tester sur de la simulation. Et une fois que le véhicule a été créé, qu'il existe, en fait, on peut aller le tester sur le système réel. Donc là, on intervient, dans la plupart des cas, on est sur cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on intervient à la conception d'un système. Sur d'autres cas, on peut arriver sur, donc là, c'était plutôt le cas dans l'exemple qui nous a importé aujourd'hui, c'était finalement, on est sur un système réel qui tourne, qui fonctionne depuis peut-être des années, voire des dizaines d'années, mais on a observé des axes d'amélioration, on a observé un comportement qui n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant. Et l'apport de la modélisation peut aussi très bien arriver sur ce genre de système. C'est-à-dire qu'on va, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement faire de l'acquisition sur ce système, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de l'automobile dont je vous parlais tout à l'heure, puisque le véhicule n'existait pas. Donc là, on va arriver sur le système réel, on va analyser comment il se comporte, faire des acquisitions, enregistrer un certain nombre de signaux, et ces signaux-là vont nous permettre aussi d'alimenter les modèles et de vérifier que nos modèles sont bons, et de proposer ensuite des axes d'amélioration au niveau, généralement, du contrôle commande.